Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Emploi, un nouveau regard sur le travail. Je suis Nicolas Audin et je souhaite dans ce podcast échanger avec des personnalités inspirantes sur la thématique du travail. L'humain et le sens au travail, voilà ce qui m'anime et qui a conduit à la création d'Emploi. Si vous êtes intéressé, pensez à la newsletter et je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques H. Paget, auteur, conférencier et également l'auteur d'une trilogie que j'ai particulièrement appréciée. Je remercie Jacques H. Paget pour cette interview. Et dans ce podcast, je souhaite que l'auteur, en tout cas la personne, se présente d'elle-même. Et moi, ma première question, c'est de connaître un petit peu votre parcours, puisque quand on lit un petit peu votre biographie, vous avez un parcours intéressant, en tout cas atypique à première vue. Et je souhaitais vous traiter pas mal de l'illusionnisme et en quoi l'illusionnisme peut nous aider dans nos vies. Bien, bonjour à ceux qui nous écoutent. Et donc, effectivement, si le parcours n'a pas été très conforme à des normes ou à des choses classiques, je n'y peux rien, c'est un petit peu les circonstances. C'est pas par choix seulement, c'est aussi parce que les circonstances de la vie nous emmènent un petit peu, tous autant que nous sommes, sur des chemins auxquels nous n'étions pas forcément ni préparés, ni des chemins que nous avions envisagés. En fait, ce fut pour moi la rencontre avec des gens experts en illusionnisme qui a été, on va dire, un facteur de déclenchement d'une prise de conscience, étant donné que je faisais des études pour me destiner au métier d'avocat. Maintenant, l'illusionnisme en tant que vocable fait penser à quelque chose de très superficiel dans sa manière de fonctionner, d'être exercé, etc. C'est un métier qui n'a pas un prestige ou ne bénéficie pas d'une image de marque très reluisante, entre guillemets. C'est un métier de spectacle, de musical, de cabaret, de cirque. Et même si encore aujourd'hui, cette question a légèrement évolué en mieux, à l'origine, il y a plusieurs années de ça, c'était un métier vraiment très mal considéré. En fait, je ne parlerai pas du métier, mais du domaine de connaissance. C'est là où il y a confusion. C'est que souvent, il y a deux choses. Il y a la façon d'exercer le métier d'illusionniste, qui est une chose, et puis il y a le champ de connaissance qui se trouve au sein de cette activité. Et c'est dans ce domaine du champ de connaissance que moi, les choses m'ont passionné, m'ont interpellé, et qui ont effectivement été à l'origine des parcours de vie que j'ai eu l'occasion de mener, et que je continue à mener encore, et qui ne sont pas loin d'être finis. Moi, je l'espère. Mais en attendant, ce domaine-là est donc un domaine de champ de connaissances, de culture très vaste, très, très intéressant, très amusant parfois, très original et très sérieux. Et pourquoi sérieux ? Parce que c'est un univers de scientifiques, c'est un univers de chercheurs. Ce qui n'est pas intuitif à première vue. Non, pas du tout. Ce qui est intuitif, c'est que beaucoup de ces chercheurs et de ces personnages qui peuplent le monde de l'illusionnisme sont des autodidactes. On va y revenir. Mais voilà, et l'autodidactisme n'est pas une tare. Et on en a fait une tare dans un monde qui s'est civilisé de plus en plus et où on a pensé que il n'était impossible de développer quoi que ce soit sans avoir une formation préalable. Et donc moi, ce que j'ai apprécié, ou j'ai trouvé ça passionnant, c'est de voir et de rencontrer des gens qui, sans avoir appris rien de personne, étaient des véritables créateurs. C'est-à-dire que ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous parlez à quelqu'un aujourd'hui de citer un créateur, les gens n'ont pas beaucoup de noms à l'esprit, mais peut-être vont-ils vous citer Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent était un créateur de mode, mais tout comme Karl Lagerfeld, qui vient de disparaître également, c'était des gens qui étaient des créateurs des stylistes de mode. Mais ils sont passés par des écoles. Puis ensuite, par les bases techniques qu'ils avaient acquises, leur génie, leur talent a pu se révéler. En illusionnisme,
c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme en mathématiques. D'accord. Ça veut dire que si vous remontez dans le domaine des mathématiques, Thalès ou Pythagore ne se sont jamais sortis d'une école de polytechnique, d'un HEC quelconque, d'une institution. Ils ont découvert les principes, ils ont inventé leurs propres règles, leurs propres théorèmes, ils ont observé, et puis ils se sont dit, tiens, on peut poser tel postulat. Alors, il n'y a pas que, parce que Mozart ne sort d'aucun conservatoire de musique, non plus, pas plus que Beethoven et pas plus que les Rolling Stones. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que en illusionnisme, c'est la même chose. D'accord. Les créateurs de numéros d'illusion, les inventeurs les plus remarquables, les plus intéressants, ceux qui ont fait avancer ce domaine et l'ont fait progresser et l'ont rendu d'une part plus intéressant pour des gens de plus en plus évolués dans la société, mais qui en plus étaient toujours en phase avec leur époque, ont tous été des autodidactes, qui n'ont jamais eu, et c'était pas la force des choses, il n'y avait pas d'école d'enseignement d'illusionnisme où on vous dit venez avec vos cartes, on va vous apprendre à tricher, ça n'existe pas. Apprendre par soi-même. Donc ces gens-là n'apprenaient par eux-mêmes, mais n'apprenaient pas, ils inventaient. Et ils continuent, je dis au passé, à l'imparfait, mais au présent c'est la même chose, ils continuent d'inventer et ils n'empruntent à personne. Et là, c'est quelque chose de fondamental et intéressant, c'est de rencontrer des gens dont les idées, la pensée, les intentions, les réalisations sont totalement originales et n'empruntent rien à personne. Alors, on peut dire que il y a toujours une base, puisque on se sert bien entendu d'outils ou de choses de minimum, bien entendu, il faut pas être stupide. Même Mozart, son père, l'a initié un peu à savoir comment jouer de la clavinette ou du piano. Mais c'est ensuite, une fois que les bases essentielles et très, très minimes sont acquises, que les gens développent là une pensée originale. Et notre monde actuellement souffre de cette problématique. Les gens n'ont plus de pensée originale. La pensée unique, la modélisation, l'Internet qui donne la même information à tout le monde, rend finalement un monde aseptisé qui vit de manière uniforme, n'a plus d'idées, passe son temps à copier-coller et n'invente rien. Et pour vous, c'est vraiment caractéristique de notre époque? Ah ben c'est très sensible et on en a un exemple. C'est dans le monde artistique que c'est le plus évident de prendre pour constater ce phénomène, parce que c'est le monde le plus visible aux yeux de tous. Oui. Mais si nous étions dans les domaines scientifiques ou les domaines, prenons les mathématiques avec Villani ou autres, il vous expliquerait autant que dans le monde de la musique qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare qu'un mathématicien dépose un théorème. Et Cédric Villani est un des rares, puisqu'il est prix Nobel, équivalent du prix Nobel en mathématiques, à avoir, dans notre époque actuelle, avoir déposé un théorème nouveau dans le domaine des mathématiques. En matière de musique, la création, et si on reprend ce qui s'est passé pendant environ 40 ans après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, on avait une profusion colossale d'artistes créateurs originaux, 60, 70, oui, que ce soit en France, en Angleterre, même en Allemagne, aux États-Unis, partout, en Australie, dans beaucoup de pays, des créateurs originaux. Aujourd'hui, la grande activité consiste à reprendre des bases mélodiques et à les récupérer pour en faire des morceaux un peu rap ou autres. Il n'y a pas de création proprement dite, mais on le voit aussi dans le cinéma où on ne fait que des remakes de films déjà existants qui ont été ceux de Clouzot ou de Hitchcock ou de qui vous voulez, et où la création de scénarios originaux, d'inventions et d'idées est relativement
difficile à trouver. On s'inspire de livres, on s'inspire de faits divers, mais on ne crée plus, comme c'était le cas à une époque, des scénarios entièrement originaux. Non, c'est fini. Et ça provient probablement d'un manque de sources, au sens il y a de moins en moins d'autodidactes. Justement, pour rebondir sur ça, et puis après on abordera la notion du travail en soi, puisque c'est l'objet du podcast. Vous l'abordez dans vos ouvrages, dans le pouvoir de la force mentale notamment, tous ces gens entre guillemets ayant réussi. Alors après, la réussite est propre à chacun, et puis chacun peut y mettre ce qu'il veut, mais en tout cas de grands chefs d'entreprise, et vous citez Steve Jobs, Bill Gates évidemment, Xavier Niel, Jean-Claude Decaux, alors moi j'ai appris ça, qui étaient de grands autodidactes et qui ont finalement eu des carrières assez extraordinaires, pour un certain nombre d'entre eux, éblouissantes. Et vous le montrez. Et qu'est-ce qui finalement fait que cette culture, en tout cas, finalement cette richesse du fait d'être autodidacte et d'apprendre par soi-même a disparu ces derniers temps. Et qu'est-ce qui serait important de faire pour pouvoir y remédier? Si vous voulez, tous ces personnages qui ont monté des empires ne sont jamais sortis d'une école de commerce. Alors, ce qui est paradoxal, c'est quand on sait la quantité de gens qui sortent d'écoles de commerce, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes, et qui n'ont pas la capacité, l'idée d'inventer quoi que ce soit pour en faire un univers qui apporte une richesse à tout point de vue, que ce soit par l'invention, la créativité ou les résultats économiques. Non, on ne forme dans ces écoles que des gens capables de gérer les choses préexistantes, mais incapables d'avoir la moindre pensée originale. C'est ce que vous appelez le formatage, notamment le formatage cérébral. Notre époque, donc, est une époque qui maintenant est victime, depuis un moment, puisque ce phénomène de l'enseignement est un phénomène très répandu. Donc de l'éducation. Donc l'éducation dont on pense qu'elle est la seule issue possible, c'est-à-dire que les gens estiment que sans diplôme, sans école, sans parcours classique qui les conduisent à telle activité ou profession, il n'y a pas de salut. Et c'est pas faux. Typiquement franco-français, ça aussi, culturellement parlant. C'est très européen, je pense. Faut pas limiter ça à la France. Mais peut-être moins présent dans la culture anglo-saxonne ou aux États-Unis. Beaucoup moins, c'est certain. Il y a une part plus importante laissée à effectivement une certaine liberté de création et d'idées, parce que il y a moins de contraintes également pour arriver à s'insérer dans la société. Prenons le cas de quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de contrat de travail, pas de bulletin de paye et il aura du mal à simplement louer un appartement. Donc si vous voulez, le fait d'avoir un job et d'avoir eu ce job parce que vous avez le cursus correspondant vous permet d'obtenir tel ou tel avantage et telle facilité. C'est une réalité, faut pas la nier, elle existe. Mais malheureusement, en l'ayant systématisé à outrance, on a cassé la possibilité ou l'envie de partir sur des sentiers différents pour beaucoup de gens. Pas un seul adolescent d'aujourd'hui n'a la moindre envie de partir à l'aventure. C'est très rare. Il y en a, heureusement, il y a toujours des exceptions, mais elles sont trop rares. Vous parlez notamment dans un de vos livres, si je me souviens bien, de la perte de cet esprit de Jules Verne. Oui, l'esprit d'aventure. L'esprit d'aventure, l'esprit Jules Verne, l'esprit qui caractérisait la France. Oui, exact. Et les gens rêvent tous de ça. Attention, oui. Si vous les interrogez, vous verrez que tout le monde rêve d'avoir une vie en dehors des sentiers battus, mais ça reste au stade du rêve. Parce que dès qu'il faut prendre la décision d'abandonner un certain confort, une certaine sécurité, sortir de sa zone de confort. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et on voit cela, et c'est véritablement une catastrophe, sincèrement, parce que l'humanité, que nous sommes, c'est sorti de l'ornière, principalement parce que il y avait des personnages, hommes ou femmes, qui avaient des idées originales et qui trouvaient la solution. Si nous prenons le cas de la situation actuelle sur le coronavirus, il faut trouver le vaccin. Vous voyez, quand à une autre époque,
on avait un problème qui était la rage. Pasteur, qui n'était pas médecin, et qui avait fait aussi des études de droit, mais qui adorait l'illusionnisme, hein. C'est pour ça que quand on visite l'Institut Pasteur, la première chose qu'on voit, c'est son bureau, et sur sa table de travail, un jeu de cartes. Parce qu'il passait ses journées à étudier les tours d'illusion. Et c'est par cet esprit original et différent que Pasteur, qui n'était pas un spécialiste de la question, a trouvé les procédés qui sont la vaccination, mais pas seulement, la pasteurisation, etc., et beaucoup d'autres choses, parce qu'il avait une pensée originale. Parce qu'il est sorti du cadre du formatage. Mais il n'en est pas sorti. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dedans. C'est le cas de Steve Jobs également, ou de Jean-Claude Decaux. C'est des gens qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, parce que Jean-Claude Decaux sont les circonstances avec la Seconde Guerre mondiale et autres. Et puis, Steve Jobs, c'était par choix, parce que il s'ennuyait. Pour beaucoup de gens, les raisons sont multiples et diverses, mais chacun, voyez-vous, s'est trouvé hors des circuits qui allaient faire rentrer dans son cerveau des pensées toutes cuites, si je puis dire. Hein. Prêtes à l'emploi. Prêtes à mâcher, prêtes à manger, et sans se poser de questions. Alors, on le voit, l'observation du monde d'aujourd'hui fait bien réfléchir, parce que il y a aussi des gens qui ont eu des magnifiques diplômes et qui ont fait des très belles réussites aussi, il faut pas le nier. Mais ce qui est paradoxal et surprenant, c'est la quantité. C'est-à-dire que sur le nombre de gens qui ont monté des empires financiers, de production, de réalisation, de ce que vous voulez, sans aucun diplôme, regardez, les musiques de Charlie Chaplin, des films de Charlie Chaplin qui était réalisateur, c'est des musiques magnifiques. Mais Charlie Chaplin n'a jamais mis les pieds dans un conservatoire de musique et n'a jamais pris un cours de musique. Il n'avait aucune notion de solfège Il avait juste une chose, l'envie. Ce que disait Jacques Brel en disant, l'envie, c'est le talent. S'il n'y a pas de talent, c'est parce qu'on n'a pas vraiment envie. Et pour avoir envie, il faut avoir envie de s'en sortir. Il faut avoir envie d'y arriver, il faut avoir faim, si on peut dire. Faut que ça vienne des tripes, que ça vienne de l'intérieur. Oui, pour que ça vienne de l'intérieur, il faut avoir faim. Il faut pas être dans le confort. Faut pas être dans une forme de sécurité. J'entendais un jour un artiste dire « Oh, mais moi, j'ai jamais vu un grand artiste sortir du 16e arrondissement. » Ce qui est totalement fou, parce que certains y sont nés et ont fait de belles carrières. Mais c'était très joliment dit dans la formule. Ça voulait dire qu'il n'avait jamais vu d'artiste arriver à un résultat important sans en avoir bavé. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas en baver dans le 16e arrondissement, ça c'est autre chose. Mais c'est très étonnant parce que c'est tout à fait juste. En réalité, c'est le confort qui endort l'esprit, et ce confort et cette sécurité ne donnent plus le sursaut de réactivité pour penser autrement. Voilà le problème. En fait, une sorte de nécessité. C'est-à-dire qu'en plus, envie, une nécessité qui permettrait de... Mais il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Vous savez, il y a notamment le comportement moutonnier. Les gens se disent, voyons, si je suis original et que ça marche pas, est-ce qu'on ne va pas me reprocher de ne pas avoir fait comme tout le monde? Et c'est ce sentiment préalable de se dire, qu'est-ce qu'on dira si je loupe? Et on me dira, t'as eu tort, t'aurais dû faire comme tout le monde. Et qui est très courant d'ailleurs. Alors, vous voyez, par sécurité, les gens préfèrent faire comme tout le monde, dire comme tout le monde et penser comme tout le monde. Et il faut vraiment avoir des gens, ce qui est la rareté d'aujourd'hui, qui ont une force mentale puissante, car la force mentale, entre autres, c'est la qualité du libre penseur. Celui qui pense librement et celui qui ne pense sans se préoccuper de ce que les gens pensent de lui, ou de ce qu'ils penseront de ce qu'il va faire, etc. Il agit et se comporte sans tenir compte aucunement de ce que les gens pourront dire autour de lui. C'est un petit peu ce que exprimait un jour Steve McQueen dans une interview. Il disait, il était au bord de la piscine avec un ami en train de siroter un jus de fruits en fumant un cigare, et il disait, tu vois, nous on fait des films, et on en profite, puisque ça marche, et pendant qu'on est là au bord de la piscine, les autres discutent et critiquent. Et c'est très intéressant parce qu'il avait bien senti, lui qui était aussi un autodidacte, il n'avait jamais pris un cours de comédie,
eh bien que il y a ceux qui prennent le risque, et puis il y a tous ceux qui parlent de ceux qui ont pris le risque. Et ceux-là sont 1000 fois plus nombreux. Qui jugent et qui, évidemment, mais qui ne sortiront pas. C'est terrible, parce qu'on a ce besoin de sécurité aujourd'hui terrifiant. Et vous parlez également, est-ce que ce serait pas lié également à la tyrannie de la réussite? C'est quelque chose que vous abordez de façon très c'est une très tyrannie forte, je crois, dans votre dernier hein. ouvrage, et notamment mise par les parents, en tout cas mise par le poids social. Par le poids social, finalement. C'est pas seulement les parents, mais tous les parents aimeraient, ce qui est légitime, que leurs enfants réussissent mieux qu'eux. Maintenant, qu'est-ce que veut dire réussir? Oui, chacun. Parce que John Lennon avait donné cette définition magnifique en disant quand il était enfant. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il avait dit je veux être heureux. Et on avait c'est dit pas mal comme définition. Oui, il avait dit on lui avait dit c'est pas un métier. Et il a dit c'est pas grave, je l'inventerai. Et ce qui est merveilleux, c'est cette liberté d'essayer de faire des choses dont on a envie, c'est très important, ce que l'on ressent profondément. Et donc de s'écouter, d'être vraiment. S'écouter n'est pas le mot parce que c'est pas un égocentrisme. D'accord. Alors. Ce qui est très important, là, c'est encore une autre notion, c'est que pour accepter ce que l'on est, il faut entendre une sorte de voix, comme aurait dit Jeanne d'Arc, c'est-à-dire entendre quelle est la meilleure destination sur laquelle notre existence doit se profiler. Et ça, on nous le dit, on nous l'indique à plusieurs reprises dans nos existences, si on est sur la bonne ou la mauvaise voie. Mais il faut être, comment dire, à l'écoute, ou du moins observateur des signaux que l'on nous donne, en disant là tu vas dans le bon sens de ce qui te correspond. Là, c'est pas tout à fait le bon chemin. Et ça, c'est très très intéressant parce que je dirais que les gens n'écoutent pas assez les signes que la vie leur donne pour les inciter à suivre ce qui leur est profondément destiné. Vous voyez, c'est très intéressant parce que quand vous interrogez des gens qui ont des grandes réussites, ils vous disent tous, quand c'est devenu des célébrités, mais que ce soit dans le show business, entre guillemets, ou bien dans les affaires, mais ils vous disent tous que quand ils ont démarré, jamais ils n'auraient pensé que ça donnerait de telles réussites. Mais quand ils ont démarré, en fait, ils ont suivi un instinct. Ils se sont fiés à ce qu'ils ressentaient sans que ce soit raisonné. Donc, une sorte d'intuition, quelque chose ce qui est intéressant, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le point commun de tous ces personnages, qui est celui-ci. Tous vous disent, j'ai fait ça, je n'y ai pas réfléchi vraiment, et j'ai pas fait de business plan. Ça j'ai agi, j'ai fait. Ça s'est fait parce que ça devait se faire, parce que j'étais appelé par. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. J'avais pas non plus trop le choix. Enfin, les gens n'ont pas forcément un choix énorme. Et puis ils ont suivi donc une sorte d'instinct naturel. Et puis si ça leur correspondait parfaitement, eh bien ça pouvait pas rater. Et c'est très intriguant parce que quand on voit que même des personnages qui ont eu des réussites brillantes, à un moment donné, veulent tordre leur destin et que ils n'écoutent plus ce que même d'autres leur disent en disant là tu fais une erreur et tout ça, ils vont à l'échec. C'est très curieux, hein. Et généralement, quand ils ont eu cet échec ou parfois 2 ou 3 échecs successifs, alors ils comprennent et reviennent à ce qu'il leur est demandé de faire et leur destin. C'est particulièrement curieux. Ce serait le conseil que vous donneriez en priorité à quelqu'un qui se cherche ou quelqu'un de reconversion professionnelle ou dans cette. C'est qu'autrefois, c'est-à-dire quand je vous dis autrefois, ça remonte à très très loin. Le rôle de l'école était d'aider les gens à capter ce qui leur correspondait le mieux. justement les aider à sentir les voies qui leur correspondaient. Et on le referait par le biais de
Vous savez, quand on va à l'université, pourquoi ça s'appelle université, hein? Pourquoi il y a le mot univers? Parce qu'en fait, dans ce cadre-là, autrefois, on offrait à l'étudiant un ensemble universel de domaines pour justement qu'il puisse se dire celui-ci m'attire plus que celui-ci et d'ailleurs j'y réussis mieux parce qu'il m'attire. Donc, vous voyez, mais il fallait cet ensemble universel, pas totalement, mais enfin disons assez large, pour offrir le choix. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il faut d'abord avoir fait le choix pour rentrer à l'université. C'est absolument cinglé. Quand on y réfléchit, on est dans un monde fou, puisque... On prend les choses à l'envers, finalement. Voilà, à l'envers. On prend les choses à l'envers. Complètement à l'envers. Et ça nous amène vers la notion de travail. Et vous abordez le travail avec une vue que moi j'ai vraiment appréciée et puis qui est, je trouve, intéressante dans un de vos premiers ouvrages, en tout cas le pouvoir de l'illusion. Qu'est-ce que pour vous la notion de travail, puisque vous avez quelque chose... Alors écoutez, ce mot-là, aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, en France en particulier, c'est un mot qui équivaut à punition. Trépalium. Comment vous dites? Trépalium. Non. Voilà. C'est quelque chose de négatif. Et on peut le comprendre parce que il y a eu le 19e siècle, qui a été un siècle où le travail mécanique, le travail répétitif, le travail en usine, en entreprise... La révolution industrielle. C'est ça, a fabriqué des robots. De l'être humain a fait des robots. Et Chaplin l'a très bien monté dans les temps modernes. Tout à fait. Ouais. Temps qui ne sont plus modernes aujourd'hui, mais qui reste un exemple de ce qu'était ce monde du travail à ce moment-là. Déshumanisant, aliénant. Et mais déshumanisant. Pas vraiment, mais disons où il fallait que les êtres humains travaillent comme des machines. Parce que on savait pas encore faire des robots. Donc ils devaient accomplir des tâches mécaniques, répétitives, etc. Bien sûr, c'est aliénant pour l'être humain, puisque dans ce cadre-là, il n'y a aucune créativité. Tout à fait. Et l'être humain est notamment fait pour créer. Ah, alors là, vous voyez, j'ai pas besoin de vous le dire, ce que les gens ont perdu de vue, mais totalement aujourd'hui, et c'est encore un des paradoxes de la société moderne, c'est que l'être humain est créateur, se doit d'être créateur. Et c'est encore plus étonnant, c'est que les êtres humains ont des capacités créatrices énormes. Autant les hommes que les femmes, encore plus quand ils sont en couple. On dit bien procréer, c'est-à-dire créer ensemble pour créer, etc. Donc, cette créativité, c'est une disposition fabuleuse de l'être humain. Regardez ce que les Égyptiens ont fait, puisqu'on sait aujourd'hui très bien comment ils les ont construits, comment ils ont inventé des techniques, comment ils les ont même exportés, c'est-à-dire qu'ils sont allés les proposer dans d'autres contrées. Bref, on voit bien ici que dès les premiers temps de l'humanité, l'être humain dessinait sur les grottes des murs de la préhistoire parce qu'il aimait créer, il aimait faire quelque chose de ses mains et réaliser. Donc cette capacité-là, tout être humain la possède en lui-même. C'est inhérente, on pourrait même dire, à notre condition. Ce qui rend les gens très malheureux de nos jours, c'est-à-dire leur souffrance, même si elle se passe dans le confort, c'est précisément que ils n'ont plus la capacité créatrice qu'ils aimeraient avoir. Et c'est vrai que quand eux-mêmes constatent qu'ils l'ont pas eu, ils pensent que leurs enfants l'auront peut-être et qu'ils aimeraient que leurs enfants les aient. Mais c'est la plus belle chose qui soit. Et tous les êtres humains sont sur Terre pour créer quelque chose qui, à un moment donné, peut-être ou l'autre, aidera l'ensemble de l'humanité. C'est pas seulement artistique, c'est technique, technologique, c'est philosophique, c'est tout ce que l'on veut. La créativité. Regardez le nombre de gens qui ont envie ou qui écrivent des livres aujourd'hui. Il y en a plus que de gens qui en lisent d'ailleurs. Mais ça prouve bien que les gens, rien que le fait d'écrire quelque chose sur le papier, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Oui. Et donc,
il y a une capacité créatrice chez presque tout être humain. Et quand cette capacité est frustrée, et surtout quand très jeune, dans l'enfance, elle rend l'individu agressif. Parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir se réaliser. Donc il rentre dans la société, mais avec chargé d'une agressivité, d'une frustration. Qui est liée à des frustrations là-dessus. Donc en réalité, ça, c'est la vocation même du travail. Mais quand on crée, les gens n'ont pas le sentiment de travailler. Regardez bien, avec tous les gens qui écrivent des livres, et qui ne sont pas payés pour ça d'ailleurs, et qui espèrent simplement qu'ils seront édités, demandez-leur si ça a été une souffrance, ils vous diront oui, c'était peut-être difficile à faire, mais ils étaient heureux de le faire. Oui, ils le voyaient pas en tout cas comme une souffrance ou comme une contrainte. Ni comme une contrainte, ni comme une punition, mais comme un accomplissement. Tout à fait. Et donc, ce que le travail aujourd'hui représente aujourd'hui dans le monde actuel, c'est plus du tout un accomplissement. Ce qui est encore plus paradoxal, puisque nous avons tous les outils informatiques, technologiques et autres à disposition pour soulager les tâches répétitives et habituelles, donc contraignantes et aliénantes, et pour laisser du temps à la créativité. Et la plupart des gens n'en profitent pas. C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini de faire une tâche qui n'a rien d'amusant, leur délassement sera de jouer faire des réussites sur leur écran d'ordinateur, mais pas de se demander comment ils pourraient inventer quelque chose ou penser à des choses originales. Non. Et ça, c'est terrible. Et il y a c'est dommage. Et en réalité, le travail est un très joli mot, puisque c'est simplement le fait déjà de réfléchir. Penser, réfléchir, c'est un travail. Mais il y a des gens qui ne supportent plus ça. Vous voyez, si on leur demande de penser à quelque chose ou d'y réfléchir, ils vont dire « ça me prend la tête ». Et ça les fatigue. Et est-ce qu'on pourrait pas, cette vision-là de créer dans le travail qui est tout à fait juste, en tout cas dans l'accomplissement de l'être humain, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'elle est réservée finalement à quelques happy few à l'heure actuelle, et je pense aux ouvrages de Matthew Crawford sur l'éloge du carburateur ou de Laetitia Vito, qui parlent du fait que finalement c'est dans l'artisanat, dans certaines activités propres au travail manuel, à l'artisanat, au freelance actuellement, que ces personnes arrivent à retrouver en tout cas un sens ou à créer quelque chose dans le monde du travail. Absolument. Et comment réenchanter un peu cela, ou finalement se dire que ce soit pas juste quelques happy few qui puissent se sentir... C'est-à-dire, quand vous appelez ça des happy few, c'est pas des happy. C'est-à-dire que aujourd'hui, avoir cette chance, cette liberté de pouvoir se dire je crée, j'invente et je fais des choses qui me paraissent intéressantes pour les autres, c'est dans le contexte actuel une prise de risque terrible. Et donc il n'y a pas de côté très happy là-dedans et heureux ou facile ou agréable. Pas du tout. Mais pour en revenir à ce que vous disiez là-dessus, les gens ont besoin de s'occuper effectivement à réaliser quelque chose, et quand ils ont un peu de temps libre, quand ils prennent une année sabbatique, il n'est pas rare que certains passent du temps à faire des ateliers pour faire des confitures, vous voyez, rien que ça. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose, mais apprendre la cuisine, apprendre à réaliser quelque chose. Et l'informatique aujourd'hui fait qu'on ne réalise rien. C'est informatique, c'est virtuel, on n'en a pas une réalisation concrète. Ce que les gens aiment bien voir, c'est quand ils ont passé 5 heures sur quelque chose, voir un résultat. Entre avant, pendant et après. Le début du projet et la fin, en tout cas, de la création. Ils prennent un tableau blanc, et puis 2 heures ou 5 heures plus tard, il y a quelque chose sur la toile. À partir de là, ils se disent, j'ai fait quelque chose. Et ils sont heureux, et après, ils aiment soumettre ça à l'œil de leur entourage, et en espérant que ça leur plaise. Quel bonheur de pouvoir se dire, j'ai fait quelque chose, ça se voit. J'ai créé. Oui, j'ai fait quelque chose, ça se voit, et ça plaît aux autres. Ça, il faut reconnaître que
dans la satisfaction que l'humain peut avoir dans la vie, c'est une des plus intéressantes. Ouais, et surtout, d'autre part, parce que ce qui peut avoir du sens aujourd'hui, c'est que la planète est de plus en plus peuplée et chacun se sent dilué. Donc, si chacun arrivait à consacrer une part de sa vie à créer, il laisse une trace. Il laisse quelque chose qui permet à d'autres, à la même époque ou à une époque à venir, de pouvoir s'inspirer de ce qu'il leur a fait. Parce que même si on n'emprunte rien à personne, l'inspiration est toujours présente et utile. C'est, vous voyez, ce qui est curieux, je vous le donne cet exemple. Elton John, quand il était au fait de sa gloire de compositeur, de musicien, il raflait des centaines de disques et écoutait tout ce qui se faisait. Mais il expliquait, ça l'inspirait. Puis ça l'inspirait à la fois pour comprendre ce que les autres faisaient et pour pas en faire autant. Alors que des gens qui ont un talent nettement plus médiocre, et je ne citerai pas de nom, et pourtant connu, alors eux n'écoutent personne, voyez, parce que leur réaction est de dire je ne voudrais pas être influencé. C'est-à-dire je préfère pondre ma merde tout dans mon coin que quelqu'un m'influence pour que ce soit moins merdique. C'est très égoïste. Les cinéastes que j'ai connus allaient tous voir des films d'autres personnes pour voir d'autres angles, d'autres visions, ce qui ne leur retirait rien à leur personnalité, à leur originalité, à eux. De s'inspirer justement. Oui, enfin pas d'inspirer, mais influencer d'être... Mais influencer parfois dans le sens, ça il l'a fait, je n'ai pas donc besoin de le faire, et donc je le ferai d'une manière différente. Vous voyez, c'est intéressant aussi de savoir ce que les autres font pour ne pas imiter ou retomber dans les choses déjà faites, quoi. Et dans le monde du travail, est-ce que vous considérez, on a parlé de la révolution industrielle de cette époque, de cette division du travail, et ce qu'on appelle aussi le management scientifique, en tout cas du travail, l'organisation scientifique du travail, créée par Taylor, et puis derrière poursuivi, n'est pas aussi responsable, en tout cas responsable, n'est pas... oui, entre guillemets... On ne peut pas chercher de responsable pour tout. On va pas chercher de responsabilité, mais en tout cas n'a pas une part dans le fait que finalement, quand on cherche à créer, il faut avoir une certaine autonomie. Il faut pouvoir, ça c'est obligatoire. Plus qu'une autonomie, il faut être dans un isolement. Voilà, il faut un isolement, un repli sur soi. Et cette division du travail qui a permis la croissance et puis c'est ce que nous disions, c'était le mot aliénation. Voilà. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque le fait que l'individu n'a plus le temps de penser. C'est pour ça que l'isolement permet de se retrouver pour pouvoir penser sans être influencé justement par d'autres choses et remettre ses pensées dans l'ordre en fait. Mais le monde du travail va changer. Et ben voilà, c'est parfait. Le monde du travail va changer. Et dans quel sens? Nous sommes à un carrefour actuellement de ce changement, notamment parce que cette grande épidémie mondiale, pandémie mondiale du coronavirus, va obliger les gens à effectivement s'éloigner un peu des lieux de travail, c'est-à-dire de l'entreprise dans son contexte de bureau et de local, et on va se rendre compte qu'il est possible de faire des choses, de construire quelque chose, d'apporter des services à d'autres personnes, mais d'une manière différente que ce qui a été, on va dire, la deuxième moitié du 19e siècle, la quasi-totalité du 20e et les 20 premières années du 21e. Ce 21e siècle qui va être très différent du précédent, n'a pour l'instant pas opéré de changement. C'est-à-dire que sur les 20 premières années qui viennent de s'écouler, il n'y a pas une grande modification, si ce n'est l'apport du téléphone portable, avec le 20e siècle. Mais là, cette maladie va amener une prise de conscience que, oui, on va changer nos habitudes dans le fonctionnement du travail. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Effectivement, qu'est-ce que le travail ? Tout est dit.
Le travail, c'est quand vous mettez votre personne dans son originalité, sa spécificité, ses compétences particulières, uniquement au service des autres. Et c'est extrêmement noble. Servir finalement. Servir. Disons, c'est pas servir, parce que ça, c'est pas un joli mot. On n'est pas là pour servir, on n'est pas serveur, on passe pas les plats, c'est pas ça. On est utile. D'accord. Donc l'utilité. C'est la notion d'utilité. Donc, plus on a de compétences, plus on connaît de choses, plus on a du savoir, plus on peut donc aider les autres. On peut leur être utile. Et c'est parce que l'on les aide et qu'on leur est utile que, en contrepartie, ils vous règlent, ils vous payent. Par exemple, vous rentrez dans un univers professionnel, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'occuper de telle chose, qui ne savent pas s'en occuper, et vous dites, moi je m'en charge, j'ai les compétences, d'ailleurs, moi ça m'intéresse, moi j'aime bien faire ça, vous n'aimez pas, je m'en charge. Prenons le cas de la comptabilité, vous avez des gens qui sont passionnés de ça, hein. C'est souvent l'exemple. Oui, c'est un exemple très fréquent, mais parce qu'il est symbolique et que je crois qu'il est très caractéristique de ça. Vous avez des gens à qui ça hérisse le poil et d'autres qui trouvent un bonheur merveilleux et une poésie là-dedans. Tout à fait, oui. Bon, si vous contraignez quelqu'un qui n'aime pas la comptabilité et les chiffres et tout ça, et qui n'y voit aucun charme, et vous lui demandez de le faire, il va mal le faire. Forcément. Parce que ça ne l'intéresse pas. Vous avez déjà des gens que ça intéresse et qui le font mal, mais alors quelqu'un que ça n'intéresse pas, il le fera forcément mal. Mais quand celui qui rentre en disant, écoutez, moi c'est un domaine qui me plaît, j'aime bien le faire, je m'en occupe, vous êtes utile à celui qui n'a pas envie de le faire, et en contrepartie va vous compenser financièrement ce soulagement. Vous remplissez en tout cas un besoin. C'est très important parce que cette notion de travail, c'est la noblesse de la vie humaine. Parce que c'est dans ce moment-là que l'on est utile aux autres, à condition que les autres vous en rendent hommage. Vous voyez, il faut pas. C'est tout le problème, c'est que souvent vous avez des gens qui se disent, toi tu vas m'être utile, mais ils le pensent dans un sens négatif. Ils se disent, tu vas devenir mon larbin entre guillemets. Oui, tu seras. Bon, et le problème, c'est que ceux qui pensent ça sont ceux qui ne sont utiles à personne. C'est terrifiant, hein. Oui. Mais qui justement ne font que profiter du système, de tout système, n'importe quel système. Et donc, ceux-là, dans le monde du futur, à mon avis, ils tiendront pas longtemps. Ils ne tiendront pas longtemps. Mais ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que s'occuper de quelque chose, de travailler pour le bien des autres, leur permettre d'être plus heureux par le fait que l'on travaille pour eux, en interaction, c'est quelque chose de fabuleux. C'est ce qui procure un des plus grands sentiments de satisfaction. Oui. C'est presque d'ailleurs de cette façon-là que, même si on n'en a pas la tournure d'esprit, on peut être créatif. Puisqu'on peut imaginer des solutions nouvelles, innover, trouver des solutions, combinaisons, des choses un peu originales. Pour répondre à un besoin, pour c'est répondre ça. Donc c'est très valorisant, très valorisant. Et cette notion-là est noble et magnifique. Alors, je pense que c'est intéressant de le redire. Oui, ça s'oppose à la notion de vacances et de loisirs, puisque quand on est en vacances, par définition, on ne travaille plus pour les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler pour soi. C'est-à-dire justement se consacrer à des activités qui nous font plaisir, et a priori, au départ, ne font plaisir qu'à nous-mêmes. Peut-être qu'après, si on fait de la peinture, de la musique, du théâtre, ou je ne sais pas, ça peut, du football ou n'importe quoi, ça peut plaire aux autres. Mais on va le faire parce qu'en réalité, on s'occupe de soi. Donc la limite, et ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent aller au travail comme s'ils étaient en vacances. Et ça pose un vrai problème, parce que ils n'ont pas saisi jamais ce qu'était la notion de travail.
qui n'est pas une punition envers soi-même, c'est un moyen de s'insérer dans le système social, dans le monde. Oui, et en apportant sa compétence. Et plus on le fait, plus c'est une... Vous voyez, en Chine, je reviens de Chine, c'est un pays dans lequel les gens travaillent énormément, mais pas dans l'esprit que nous avons. Oui, pas cet esprit punitif. Si quelqu'un n'a pas de travail en Chine, il est honteux. Pour lui, c'est une honte, ça veut dire que personne n'a voulu de lui. C'est terrible, hein. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé comment être utile aux autres. Oui, il ne contribue pas aux autres. Contribue même pas, il n'y a pas de contribution, parce que les impôts sont très faibles en Chine. C'est un système communiste après, différent. La comptabilité. Mais c'est pas la contribution. C'est l'utilité. C'est simplement que lui, on lui a dit, mon gars, tu ne sers à rien. Donc, il se sent extrêmement dévalorisé et honteux d'être ce qu'il est. Et c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que j'ai remarqué, il y a cette notion-là aussi dans la culture latino-américaine. Américaine ou latino-américaine, c'est quelque chose que j'ai constaté. On retrouve ça aussi, oui, dans d'autres cultures. Sous d'autres formes. Mais en tout cas, nous, dans nos pays européens, en particulier français, le travail est encore aujourd'hui conçu comme une sorte de, de punition. Et les gens aimeraient être en vacances toute l'année. Mais alors là, on rentre dans un paradoxe sidérant. Si vous recrutez quelqu'un aujourd'hui, la première chose qu'il vous demande, alors, admettons qu'il soit au chômage. Ces discussions, si vous avez dîné chez lui, c'est essentiellement comment il peut trouver du travail. Ah là là, j'ai pas de boulot, ça ne marche pas, il me faut du travail. C'est terrible. Dès qu'on lui en propose un, la première question va être, et les vacances et les RTT, chez vous, ça se passe comment? Donc, c'est des paradoxes. Car, en fait, ce que les gens, et Coluche l'avait très bien dit, ce que les gens, c'est pas anticonformiste dont on parle. Libre penseur absolu, oui, tout à fait. Vous en faites référence. Et Coluche disait, ce que les gens veulent, c'est pas du travail, c'est de l'argent. Et ça, c'est autre chose. Mais donc, il faut distinguer les notions. Vous voyez, ce qui est important, c'est que les gens aient de l'argent pour vivre. Mais si vous donniez beaucoup d'argent à quelqu'un, sans lui proposer d'activité, sans qu'il ait aucune activité possible, il serait extrêmement malheureux. Parce que ça ne sert plus à rien. Oui. Et on voit généralement les gens ne sont pas... Et regardez bien, quelqu'un qui peut tout avoir, c'est le problème des héritiers de Bill Gates, de ses enfants. Il les a quasiment, entre guillemets, déshérités. Parce qu'il s'est dit, s'ils héritent d'une fortune colossale pareille, ils n'auront jamais envie de rien. Alors, il les a pas totalement déshérités, mais enfin, il a réduit considérablement la part qui leur reviendra pour que, malgré tout, ils trouvent quand même la nécessité d'aller chercher quelque chose à faire. Ce feu sacré, en tout cas, cette quelque flamme, chose à faire pour eux-mêmes. Je crois que c'est un petit peu la philosophie pour les autres. Elon Musk aussi, avec ses enfants, j'avais lu une interview dessus. Tous ceux qui ont des fortunes importantes se disent, mais si quelqu'un a de quoi vivre pendant 150 ans sans problème, avec des moyens énormes, quel plaisir trouve-t-il dans la vie? Donc finalement, dans l'existence. Finalement, gagner au loto, qui est, j'imagine, le rêve ou le Graal de tout le monde. Le Graal c'est pas forcément un service que l'on rend aux gens. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens n'ont pas cette notion-là, l'argent qu'ils ont gagné au loto, la Française des Jeux peut en témoigner, ils le gaspillent et ils se dilapident extrêmement vite. Et ils perdent tout très rapidement. Et ça ne les rend pas forcément plus heureux en plus. En tout cas, ça les rend encore plus malheureux parce qu'ils prennent conscience qu'ils sont passés à côté de la chose et ils ont tout claqué bêtement et puis... ce Saint Graal s'est transformé en cauchemar. Non, voilà. Non, ce qui est le plus important, c'est la réalisation de soi-même. Oui, tout à fait. Qui là ne dépend pas vraiment d'argent. Hein. C'est ça la vraie réussite. Alors, la réussite, la tyrannie, c'est la réussite sociale. C'est-à-dire que il faut socialement avoir la pression sociale. Faut que ça brille, faut que ça brille. Qui se matérialise par des symboles, finalement. Plus que des symboles, des apparences réelles, des réalités. Non, c'est absolument logique. Enfin, je veux dire par là, il y a eu une période où c'était très encouragé. Oui, les années 80, non? Même avant, 60, quand Jacques Dutronc roulait en Porsche, c'était un symbole de réussite de sa vie.
Donc, ça a été des encouragements à dire, il faut réussir parce que ça procure du bien-être. On est arrivé maintenant à une société où, même si vous n'avez pas vraiment les moyens, la Porsche, vous pouvez toujours la louer un week-end, et vous apercevez que c'est toujours que 4 roues un moteur. Donc finalement, le bien-être, la réalisation et l'accomplissement de soi-même ne passe plus par ces objets matériels qui restent un petit peu enfantins maintenant, considérés par ceux qui en ont encore la nécessité, sont un peu des enfants. Mais l'être humain adulte a envie de se dire, moi j'aimerais mieux m'accomplir. Oui. Et c'est la vraie réussite. L'accomplissement de soi-même, et justement, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut à ce moment-là aller chercher au fond de soi ce qui nous correspond. C'est d'ailleurs pour cette raison que la méditation aujourd'hui a un peu de succès. C'est parce que les gens pensent, c'est une possibilité, que par méditation, il va y avoir une prise de conscience plus importante de ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent accomplir et comment ils doivent être. Alors voilà, c'est une piste, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est une piste intéressante. Bon, et on va, en tout cas c'est extrêmement intéressant, et on va terminer sur les relations humaines. Et vous avez une phrase sur le manager qui a un rôle important dans le monde du travail actuellement. Et dans cette réalisation de soi, vous indiquez le véritable manager, celui qui est un véritable leader, n'est pas celui qui oblige les autres à atteindre les objectifs qu'il n'a pas envie d'aller chercher lui-même. C'est celui qui sait laisser aux autres la liberté de se fixer eux-mêmes leurs objectifs, en leur donnant tellement confiance en eux. Alors cette notion de confiance en soi, j'aimerais bien qu'on l'aborde un petit peu, qu'ils vont accomplir ce dont ils ne s'étaient jamais cru capables. Exactement. Si vous voulez, pour moi, ce que j'explique là, c'est l'aventure de Christophe Colomb. Or, c'est pas Christophe Colomb qui a été le premier à aller sur le continent américain, d'après ce qu'on commence à découvrir actuellement. Les Égyptiens dont on parlait y étaient allés il y a bien longtemps, et sans doute les Hollandais ou les Vikings ou je ne sais qui. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est l'aventure Christophe Colomb. C'est que là, les Espagnols savent pas du tout s'il y a vraiment quelque chose. Et où ils vont atterrir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est Christophe Colomb qui va donner confiance dans ses équipages pour dire on doit y arriver, c'est possible. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont la trouille. C'est la trouille par rapport au confort et la sécurité. Hein. C'est pour ça que quand vous parliez d'Elon Musk, quand il propose d'aller sur Mars, là, on va dire prochainement. Hein, prochainement. La date n'est pas arrêtée. Et le coronavirus est en train encore de retarder la date. Mais c'est amusant comme idée. Et quand vous savez le nombre de gens qui ont rien que la trouille de monter en avion, je ne vois pas encore des gens capables sérieusement de payer des millions pour se foutre la trouille de partir dans une navette spatiale. Donc vous voyez que vous parlez aux gens des billets d'avion, c'est toujours trop cher, et ils ont une trouille bleue de monter dedans. Donc, non, aller sur Mars n'intéresse pas véritablement grand monde, parce que il est clair que quitter sa zone de confort est extrêmement inquiétant, anxiogène. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il faut, et ceci est vrai tant au niveau du manager d'entreprise que du manager politique. C'est effectivement être capable de redonner la confiance en eux-mêmes aux êtres humains que l'on dirige. C'est le rôle même du manager et du leader, en fait. Et comment on leur donne confiance? Est-ce que déjà en étant un exemple soi-même de ce que l'on explique là. Vous voyez, comme disait Gandhi, soit l'exemple. On le voit matériellement aujourd'hui. Depuis quelques décennies, là, on a toujours élu dans les principaux pays européens, on va pas rester en Europe, que des gens qui avaient a priori un cursus scolaire assez brillant. Non, malheureusement, c'est pas eux qui peuvent diriger. Quelqu'un qui peut être un leader véritablement politique, c'est celui qui aura eu un parcours autodidacte et aura justement affronté les pires difficultés en raison de ce fait, mais les aura surmontées.
Et Abraham Lincoln, par exemple. non, restons en France. D'accord. Vous avez un film qui vient de sortir sur De Gaulle. Mmh. De Gaulle n'a pas été un très grand chef d'État, mais ce fut un très grand leader. Il faut bien distinguer les notions. C'est que être un administratif pour administrer un pays, ça demande certaines compétences. Et pour faire des comptes, par exemple, comme le fait Bruno Le Maire, etc., avoir fait l'ENA, c'est très bien, c'est des comptables qu'ils comptent. Mais pour être un leader qui donne confiance aux gens en eux-mêmes, leur disent les gars, avançons, n'ayons pas peur, comme disait Churchill, ou le pape, comment il s'appelait, Jean-Paul II, ouais. etc., tous ces grands personnages, pour cela, il faut soi-même en être l'incarnation. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, les gars, n'ayez pas peur, mais que le mec, il est planqué derrière des barricades, comme c'est le cas avec Macron, on peut même pas passer devant l'Élysée acheter une baguette de pain, tellement il y a de chars d'assaut. Vous serez accueillis. On sent que le type est très aimé de son peuple. Donc, on a manifestement pas ce qu'on appelle ici un c'est la partie leader. censure. On a un type qui a gagné les élections, génial, ouais. mais on n'a pas un leader. Non. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leader. Si Absolument. Mais depuis De Gaulle. Depuis De Gaulle, c'est pour ça que le film là, avec Lambert Wilson, est un extraordinaire film pour les gens, parce qu'il l'adore. Enfin, je veux dire, il l'adore, il l'apprécie. Vous recommandez d'aller voir ce film? Parce que moi, je le recommande pas, parce que je l'ai pas encore vu. Vous l'avez pas vu non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que sur Charles de Gaulle, pourquoi on fait un film sur Charles de Gaulle en 2020? Charles de Gaulle, c'est quand même, il est mort en 70 ou je sais pas quelle année. Ça remonte à loin pour les générations d'aujourd'hui. Mais pourquoi ça reste un sujet de film? Parce que là, on voit un leader. Même si politiquement c'est un tocard, sur le plan d'une nation, c'est un vrai leader. Donc, c'est pour ça qu'il y a une incompréhension, si vous voulez. Vous avez des gens qui se prétendent gaullistes et d'autres qui disent moi je le déteste, mais ils sont pas sur le même plan. Vous voyez, ceux qui sont gaullistes parce qu'ils appréciaient le leader, et ceux qui sont anti-gaullistes, c'est parce qu'ils n'ont pas apprécié le politique. Mais c'est tout. Et en fait, ce qui compte, et pourquoi Charles de Gaulle a-t-il eu cette aptitude à être un leader, c'est parce qu'il avait été confronté directement à la Seconde Guerre mondiale, avait choisi un positionnement qui était de diriger l'opposition depuis l'Angleterre. Bon, après, on peut toujours discuter de la réalité des choses, mais ça ne compte pas autant que l'impression rendue. Et à ce moment-là, à cette époque-là, 70 ans en arrière, l'impression rendue était nous avons un type qui a été un leader, qui est allé au charbon, etc. Ça, ce sont des leaders. Et dans une entreprise, c'est la même chose. Vous voyez, Steve Jobs était éminemment respecté de son personnel. Mais pour quelle raison? Parce que le type avait commencé dans un garage avec 3 potes. Et c'était pas un technicien il avait réussi quelque chose, mais c'est lui qui était à l'origine. Alors, il n'avait pas forcément raison pour tout, enfin raison sur tous les plans, mais il était respectable parce que il avait affronté les tempêtes. Les difficultés. Il a même été viré, on est venu le rechercher, il avait investi, il a perdu, enfin beaucoup de choses. Donc il y a cette notion de persévérance. Mais il y a cette notion que c'est quelqu'un qui, face aux difficultés, ne renonce pas, avance toujours. C'est la phrase de Churchill. Oui, absolument. Quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. C'est pas ce qu'on fait en ce moment. Mais vous voyez, Churchill est bien loin. Mais si vous voulez, ce qui compte pour faire un bon manager, et même un chef de famille, qu'il soit chef d'État, de famille ou d'entreprise, sur tous les niveaux. Quand vous voulez être un chef ou une chef, je sais pas s'il y a encore le féminin, ça va venir, mais en tout cas un grand dirigeant ou une grande dirigeante, la qualité essentielle, c'est d'être parti de rien, d'avoir affronté tout, et à partir de là, ça génère le respect et l'admiration, la considération.
Et ben, je pense qu'on va terminer ce podcast sur ces très belles paroles. Merci à vous, Jacques H. C'est moi qui vous Paget. remercie de cet entretien. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que il y a un moyen de vous retrouver sur Internet ou j'ai des informations à faire? Très simplement, vous avez mon site Internet qui vous donne mes coordonnées si vous avez envie, jacques-paget.com. Et puis vous trouvez des choses sur YouTube, vous trouvez tout ça, il y a des numéros d'illusions, il y a des références aux livres, il y a des références aux conférences que je donne, aux conseils que je donne beaucoup. Comme vous l'avez constaté vous-même, on peut me joindre sans difficulté. Oui, je tiens à le dire, vous êtes extrêmement accessible. Merci encore une fois Jacques H. Paget pour cet échange. Nous arrivons au terme de ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à le partager tout autour de vous. Vous trouverez également de nombreux articles sur le travail en allant sur amp-loi.com et je vous dis à la semaine prochaine.